Good afternoon and welcome to the Bon fourth and après-midi, je vous souhaite la bienvenue dans cette dernière séance. Je suis Mac-Paul Okoye. Je travaille avec le CDC au Nigeria et je suis chef de département. J'ai le plaisir de modérer cette séance qui se concentre sur le maintien de la suppression de la charge virale en soins pédiatriques, les défis et les opportunités. En fait, arriver à une suppression de la charge virale est l'objectif de n'importe quel programme, alors que les pays essayent d'arriver à l'objectif 95-95-95. Les données montrent que les pays de par le monde ont témoigné beaucoup de progrès en matière du taux de suppression de l'ordre de 90% au niveau des adultes. Cependant, la situation est différente pour la population pédiatrique, d'où l'importance de nous pencher sur les défis que nous sommes appelés à confronter, ainsi que les opportunités et les meilleures pratiques qui peuvent être bien accrues dans tous les aspects pour arriver à plus de suppression de la charge virale en matière de la pédiatrie. Dans cette séance, nous avons des participants qui vont nous parler. Vous allez avoir l'opportunité également, vous, l'audience, de poster vos questions. On espère que cette séance serait utile à vous tous. Avant de passer aux présentations, je voudrais partager avec vous quelques instructions. All participants are currently muted. Tous les participants sont actuellement en mode silencieux. Veuillez noter que l'interprétation en français est mise à disposition de ceux qui sont connectés en ligne. Veuillez sélectionner la langue de préférence en bas d'écran. J'invite tous ceux qui sont connectés virtuellement à se présenter en utilisant la boîte de chat. À votre droite, vous verrez que votre message s'affichera dans la boîte chat à droite de l'écran. Veuillez noter votre prénom, nom de famille, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le pays d'où vous venez. Donc, profitons de cette occasion pour nous connecter et travailler ensemble. Si vous avez des problèmes techniques et vous n'arrivez pas à voir la boîte de chat, je vous invite à changer de navigateur Internet et à sélectionner tous les cookies pour pouvoir interagir avec les intervenants dans la plateforme. Veuillez utiliser la même boîte de chat durant la séance de questions-réponses qui se tiendra juste après les présentations. Je vous invite également à envoyer vos commentaires à travers le chat. En tant que participant actif au symposium du Fonds de l'éducation de l'IAS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, vous avez la possibilité de recevoir une offre spéciale d'adhésion à l'IAS. Si vous achetez un abonnement d'un an, vous bénéficiez de 6 mois supplémentaires. Et si vous achetez un abonnement de 2 ans, vous bénéficiez d'un an supplémentaire gratuit. Pour profiter de cette offre, veuillez contacter l'adresse email qui est affichée sur écran. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre premier intervenant pour cette séance. Dr. Uzoma Ene est spécialiste principal du programme soins et traitement du VIH au centre CDC au Nigeria. À ce titre, notre intervenante est experte en la matière du programme VIH pédiatrique pour les enfants et les adolescents au Nigeria, pilotant des stratégies innovantes pour l'expansion rapide des services de soins et de traitement de haute qualité, ainsi que l'amélioration des résultats du traitement pour les enfants et les adolescents. Avant le CDC, le docteur Ene a occupé des postes techniques dans la gestion de grands programmes de lutte contre le VIH et a travaillé au niveau infranational, national et international, notamment à l'UNICEF et au secrétariat du Fonds mondial à Genève. Le docteur Ene va nous parler
de la suppression de la charge virale chez les enfants et les adolescents. La parole est à vous, Dr. René. Salut de Abuja, je suis un spécialiste principal au CDC au Nigeria. J'ai le plaisir d'entamer cette séance avec une présentation sur la suppression de la charge virale sous-optimale au niveau de la sous-population pédiatrique. Là, vous pouvez voir mon plan, un background, et puis les tendances et l'état actuel de la suppression virale pédiatrique en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, les facteurs qui contribuent à la non-suppression, comment améliorer cette suppression virale, les meilleures pratiques et la conclusion. Cette présentation porte sur la sous-population chez les adolescents et les enfants. L'UNICEF a identifié la région de l'Afrique centrale et de l'Ouest comme étant comme ayant le deuxième fardeau le plus élevé au niveau du VIH chez les enfants et les adolescents. L'objectif étant de la suppression virologique. Le test de la charge virale est adopté selon l'OMS. Dans cette présentation, la suppression de la charge virale est définie comme pourcentage des patients de la thérapie antivirale, là où le résultat de la charge virale supprimée est de moins de 1000 copies selon l'étude PEPFAR, et ce documenté dans les rapports médicaux ou de laboratoire durant les 12 derniers mois. Les données analysées nous parviennent de 4 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Nigeria, selon le plan PEPFAR. Nous commençons avec un aperçu sur la tendance du contrôle de la charge virale pour 2017-2021. Vous pouvez voir qu'on passe de 47 à 83 chez les enfants. Quelques 40 000 enfants sous traitement antiviral ont été analysés pour l'an 2021. Là, on voit une tendance similaire pour ce qui est des adolescents entre 10 et 19 ans, et on passe de 53 à 88 000. Quelques 50 000 adolescents sous traitement antirétroviral ont été analysés pour l'an 2021. Du coup, la tendance de la suppression de la charge virale est croissante et arrive à 82 en 2021 avec un changement entre 2017 et 2021. Pour ce qui est des adolescents, on voit une tendance croissante similaire qui arrive à 25 en 2021. Quand on compare le contrôle de la charge virale entre les enfants, l'adolescent et les adultes, selon les données les plus récentes, on arrive à 58 pour ceux entre 1 et 4 ans, et pour ceux entre 15 et 19 ans, il y a un état critique. On remarque que quand l'âge est plus élevé, on arrive à 95 quand on est plus avancé. Chez les enfants de 1 à 8, il y a moins de séparation avec 76 On sait que l'adhérence à la thérapie rétrovirale est un facteur déterminant pour la suppression, d'où l'importance de déterminer les facteurs qui contribuent au manque d'adhérence ou d'observance, notamment de la part des adolescents et des enfants vivant avec le VIH et les soignants. Sans connaître l'état de VIH, les adolescents et les enfants seraient moins poussés à comprendre l'importance de l'observance. Les soignants sur lesquels les enfants dépendent ont mentionné la difficulté d'administrer certaines formules telles que les comprimés, et ce, comme raison pour la non-suppression. Le goût amer de certains comprimés était également identifié comme affectant l'adhérence. 2 comprimés par jour, et notamment pour ceux qui prennent plus de comprimés pour éviter les maladies opportunistes. Il y a également le coût des utilisateurs, le transport aux établissements de santé, ainsi que le manger comme barrière à la suppression. Les qualités minimes, l'efficience et
l'accessibilité sont perçus comme les enfants, les soignants et les adolescents, y compris la distance, le temps d'attente, la fréquence élevée, l'inconvenance, ainsi que l'attitude hostile des fournisseurs de services. Tout ça contribue à la non-suppression. Les soignants, les adolescents et les enfants ont tous besoin de soutien psychosocial pour ce qui est de ce domaine-là. Le soutien par les pairs est particulièrement important pour les adolescents vivant avec le VIH. Optimiser les options pour les enfants accusent du retard à comparer avec les adultes à cause de la résistance à l'INTI et les recommandations de l'OMS, parce qu'il s'agit des régimes en 2018, ont appelé à supprimer les favirenz et la nevirapine. Cependant, passer à un régime optimal était vraiment lent dans plusieurs pays. Il y avait également un passage de l'utilisation de la limite d'âge au dosage basé sur le poids. Du coup, n'être pas capable d'utiliser le poids dans l'identification des médicaments mènerait à la suppression et au dosage inadéquat. Le manque de suivi, y compris le manque d'accès et d'utilisation des tests à temps, ainsi que la qualité de l'adhérence sont des facteurs importants qui contribuent à la non-suppression. Le retard ou le manque de documentation des résultats ainsi que les rapports des patients, le manque de données ventilées selon le sexe et l'âge rendent difficile la réponse à cet appel de suppression virale. Là, vous pouvez voir un groupe de bonnes pratiques et meilleures pratiques pour la suppression virale de plusieurs programmes en Afrique. Et ça englobe les déclarations standardisées basées sur l'âge, les mesures de poids appropriées et dosage, la formation des fournisseurs de services doit se faire, les SOP, ainsi que pour les soignants. Bien entendu, il y a pas mal d'avantages. La suppression plus élevée des charges virales. Et là, il s'agit de DTG comme le régime ou bien le traitement optimisé pour la population pédiatrique. L'OMS appelle à une transition rapide pour tous les enfants et les adolescents dans la deuxième et troisième ligne du traitement antirétroviral, abstraction faite du traitement actuel. L'administration sur plusieurs mois durant la pandémie était importante et doit être maintenue comme un modèle DSD ou de prestations différenciées important. Et selon l'OMS, le changement est attendu. Il n'y a pas de changement attendu durant les premières 10 années. Du coup, on n'a pas besoin de visite clinique chaque mois dans ce cas-là. Les meilleures pratiques pour améliorer la suppression virale ainsi que l'utilisation des données sont listées, y compris la désignation de personnes focaux pour les cliniques pédiatriques, la création de demandes, les points de service, les technologies qui s'y rattachent, ainsi que l'utilisation de données ventilées par sexe et par âge, la coordination des heures et des localités, ainsi que les formations qui étaient vraiment plus poussées et renforcées durant la pandémie et doivent être maintenues. Bien entendu, il y a de la lumière au bout du tunnel. Là, je dirais qu'il y avait un progrès significatif en matière de contrôle de la charge virale et de sa suppression chez les enfants et les adolescents vivant avec le VIH dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Cependant, on doit déployer plus d'efforts pour traiter les disparités d'âge et de sexe, notamment pour ceux de moins de 5 ans, et puis les pratiques meilleures pour la suppression optimale de la charge virale pour le VIH doivent être adoptées, prioritisées et mises en œuvre dans la région.
Pour ce qui est des limitations de la donnée, les données CDC et PEPFAR ont été la source de l'analyse qui pourrait ne pas représenter les résultats au niveau national. Il y a également des différences au niveau de la tendance nationale. Il pourrait qu'il y ait des problèmes en matière de soumission de rapports. Voilà une liste de références utilisées dans cette présentation. J'aimerais également remercier Dr. Deborah Carpenter, Dr. Kimi Sato et Dr. Dennis Onutu pour leur contribution. J'aimerais également remercier et reconnaître les efforts des ministères de santé, les fournisseurs des services de santé, le CDC PEPFAR et les collègues des CDC Centres nationaux pour les efforts quotidiens. Merci de nouveau. Thank you so much, Dr. Je vous remercie, Dr. Loumar, pour cette présentation excellente. Je vous remercie énormément. Permettez-moi maintenant de passer à notre deuxième intervenante. J'ai le plaisir de présenter Dr. Nadia Sam Agoudou, qui est clinicienne, chercheuse spécialisée dans les maladies infectieuses et pédiatriques. Elle est actuellement conseillère technique principale pour le VIH chez les enfants et les adolescents à l'Institut de virologie humaine du Nigeria, une faculté de recherche au Centre international d'excellence de l'IHVN. Elle est également professeure agrégée de pédiatrie à l'Institut de virologie humaine à l'École de médecine de l'Université du Maryland aux États-Unis. Dr. Nadia Sam Agoudou a 12 ans d'expérience dans la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH financés par le PEPFAR pour les enfants et les adolescents à travers le Nigeria. Ses intérêts de recherche portent sur la prévention et le traitement des principales maladies infectieuses chez les enfants et les adolescents dans les pays africains, y compris le VIH, la tuberculose, le paludisme et la COVID-19. Elle dirige la Alliance CAWISA. Dr. Nadia va nous parler et partager avec nous des mises à jour sur la résistance aux médicaments dans les soins pédiatriques. Dr. Nadia, la parole est à vous. Salutations à vous tous. Je vous remercie de vous joindre à ce symposium. Je suis Nadia Sam Agoudou. Je suis conseillère technique principale pour le VIH pédiatrique chez les adolescents aux instituts de virologie humaine au Nigeria. Je suis également professeure associée de pédiatrie à l'Université de Maryland, l'École de médecine à Baltimore. Je suis également chef de l'Alliance centrale de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, CAWISA. Et, plus particulièrement, j'ai l'avantage et l'honneur de vous parler des mises à jour sur la résistance aux médicaments en soins pédiatriques. Ce que je vais faire est que je vais vous donner un aperçu général de la résistance aux médicaments chez les enfants en utilisant le rapport de 2021. Je vais me concentrer sur les données et les réponses nationales de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Je vais également discuter brièvement les implications des résultats et des conclusions des rapports de résistance avec quelques recommandations. Pour ce qui est de la résistance aux médicaments au niveau des enfants, il est important de mentionner que la surveillance est basée sur la population avec un focus sur les adultes et les enfants sous traitement antirétroviral. La non-suppression est de moins de 1000 copies ml et le traitement antirétroviral est catégorisé comme contenant le traitement DTG et non contenant DTG. Le sondage génotypage est basé sur le reste d'échantillons de la charge virale chez les enfants et les adolescents avec non-suppression. Là, on a l'approche basée sur les laboratoires, approche basée sur les cliniques avec des questions liées au contrôle de la charge virale, les données de laboratoire et leur disponibilité. De la sorte que ce soit vous dites oui ou non, ça dépend des sondages et des enquêtes basées sur les cliniques ou les laboratoires. Pour ce qui est du rapport de la résistance
surveillance de 2021. Au niveau des enfants, on a deux groupes. On a le groupe de la résistance pré-traitement et puis on a la résistance aux médicaments acquise au niveau des enfants et des adolescents recevant le traitement antirétroviral. Voilà, on peut voir sur cette carte les sondages nationaux au niveau du premier groupe, les enfants diagnostiqués de VIH pré-traitement entre 2011 et 2021. On voit là qu'on a Togo en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et de l'Ouest, Togo, Nigeria et Cameroun. Et puis, il y a d'autres pays tels que le Mali, en Afrique de l'Ouest, qui avaient également mené ce sondage. Donc, je vais parler de plusieurs données liées à Togo, Nigeria et le Cameroun pour ce qui est de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, pour ce qui est de la surveillance de la résistance aux médicaments chez les enfants et les adolescents, on identifie la résistance à l'INTI représentée par l'efavirenz ou la nevirapine. Du coup, ce chiffre montre les données entre 2012 et 2020. Et là, je me concentre sur Togo, Nigeria et le Cameroun en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Là, vous pouvez voir qu'on représente tous les enfants qui ont été encotés, que ce soit ceux ayant traitement de TNC. Il y a ceux exposés, ceux non exposés. Quand on se penche sur Togo, Nigeria et le Cameroun, pour ce qui est de la résistance pré-traitement chez les enfants exposés et non exposés. On a 55 pour le Togo en général, 70 pour ceux exposés, 30 pour ceux non exposés. Nigeria, 50, 55 et 40 Cameroun, 45, 60 et 35 Pour passer à ce tableau-là, le focus est sur les NTI avec toutes les catégories et puis également classés selon catégorie. De nouveau, on a Nigeria, Togo et Cameroun. Pour tous les INTI, on a le résumé et puis j'ai sélectionné les informations pour les deux catégories. Le Nigeria, 23 comme résistance aux médicaments. Parmi les enfants traités, quelques 18 pour 7 pour TDF, Togo, 17 45, 10, 7 et 18 Donc là, vous pouvez voir ce qui se passe en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et puis le reste des chiffres ont les informations de comparaison avec d'autres pays à fardeau de haut niveau dans le continent africain. Qu'est-ce que les pays ont fait? À partir de mai 2021, cette carte vous montre les pays, notamment en Afrique, qui ont introduit certaines étapes et ont initié l'achat du DTG 10 mg, ce qui permet de fournir le traitement à des enfants de moins de 20 kg. En jaune, on a les pays qui ont des plans d'achat en progrès. Vous pouvez voir qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pour certains pays tels que le Ghana, pas de données, mais également pour Togo, Nigeria et le Cameroun, il y a Mali, Sierra Leone et la Côte d'Ivoire également qui ont initié des achats de DTG. Quelles sont les implications du rapport de surveillance de la résistance aux médicaments? On a remarqué une résistance de haut niveau à l'efavirenz et la nevirapine chez les enfants vivant avec le VIH. Plusieurs pays sont en train de progressivement délaisser la thérapie rétrovirale basée sur l'INTI chez les enfants selon les recommandations de l'OMS. Malheureusement, à partir de 2020, quelques 28 d'enfants sont toujours sous traitement basé sur l'INTI. Nous sommes en 2022 et bien entendu, on est arrivé à un point où il ne s'agit plus de 28 parce que, comme je l'ai déjà dit, des pays comme le Nigeria ont déjà procuré
le DTG de 10 mg. Et à partir de mi-2021, il y a eu une amélioration très élevée jusqu'à un point où on est arrivé dans certains sites au Nigeria à de l'amélioration. Même chose en Afrique, dans d'autres pays. Il s'agit de moins de 10 ou 5 d'enfants qui sont toujours sous traitement basé sur l'INTI et il faudrait qu'on arrive à zéro dans plusieurs régions vers la fin de cette année, sinon avant. Maintenant, pour ce qui est du traitement recommandé par l'OMS basé sur le DTG, il faudrait qu'on soit vraiment très vigilant pour ce qui est de la résistance de l'inhibiteur de protéase. Il faudrait également utiliser le DTG dès que possible, sans retard. Malheureusement, pour ce qui est des données de génotypage, il n'y a pas de pays qui ont des données pour le VIH. Il s'agit là des niveaux de la résistance anti-intégrase. Jusqu'à présent, chez les enfants, on n'en connaît rien. Je ne l'ai pas déjà dit, mais plusieurs études de DTG chez les enfants sont menées en parallèle avec ceux des adultes, mais malheureusement, selon les niveaux identifiés chez les adultes, la résistance aux inhibiteurs chez les enfants serait très minime. Et là, les données montrent que l'effet génétique n'est pas aussi élevé que comme dans les autres cas de traitement. Il faudrait augmenter le suivi virologique chez les enfants vivant avec le VIH, les femmes enceintes et allaitantes. Notamment quand il n'y a pas de suppression malgré les efforts déployés pour la suppression. Quelques points derniers. À comparer avec les adultes, il est plus difficile de supprimer la charge virale chez les enfants sous traitement antirétroviral. Je compare mes notes comme spécialiste en pédiatrie et ceux qui traitent les enfants en VIH, la suppression, le délai de suppression est plus minime. Et là, on doit vraiment être vigilant au VIH, à la résistance aux médicaments du VIH partout, y compris chez les enfants. L'influence de la résistance chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Il faudrait également pour le cabotegravir et le ripivirine qu'on en soit conscient avec ces nouveaux médicaments. La surveillance à la résistance est importante. Là, le ripivirine n'est pas nouveau dans certains pays, mais bien entendu, pour plusieurs d'entre nous, les praticiens et ceux qui travaillent dans les pays africains, ça pourrait être des médicaments à introduire, mais il est important de commencer d'opérer de la surveillance et de superviser la résistance dans ces médicaments-là qui seraient introduits. Je n'ai pas parlé de ce point-là, mais permettez-moi de dire que il est possible d'utiliser d'autres médicaments quand le DTG n'est pas disponible ou acceptable pour utilisation, tels que le darunavir. Là, on extrapole les résultats de l'essai clinique Nadia qui porte donc mon nom. Et cet essai clinique a porté sur le DTG et le DRV pour ce qui est meilleur pour arriver à la suppression de la charge virale de 400 copies par ml dans la 8e semaine. Et il s'est avéré que les darunavir est aussi bon que le DTG quand il n'est pas possible d'utiliser le DTG. Donc, je vous laisse ce point-là de réflexion. Permettez-moi enfin de reconnaître les efforts de l'Institut de virologie humaine au Nigeria, l'équipe de prévention et de traitement et de soins, notamment dans le programme des adolescents et des enfants, l'équipe de laboratoire moléculaire et le Centre international d'excellence, y compris les cliniciens au Centre de traitement du VIH, notamment au Nigeria, et bien entendu, l'Alliance CAWISA. Et puis, enfin, et surtout, l'IAS, la PIN et l'initiative de l'IAS. Je vous remercie de votre invitation et je remercie les participants. Thank you so much, Dr. Ado, for your interesting presentation.
Thank Nous vous you. remercions, Madame Nadia Agoudou, de votre présentation très intéressante. Maintenant, nous allons passer donc à notre intervenant suivant. Nous vous remercions, Madame Nadia. Nous sommes vraiment très reconnaissants de votre présentation. Nous allons donc vous introduire notre troisième et dernier intervenant pour cette séance, Dr. Stephen Aisiado. Dr. Aisiado is a public health specialist. Dr. Aisiado est spécialiste en santé publique et directeur de programme au sein du Programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles au Ghana. Dr. Stephen Aissi Ado est membre de la Société internationale du sida et de la Conférence mondiale sur la santé pulmonaire. Il est mentor académique et conférencier en temps partiel à l'École de santé publique à l'Université de Ghana-Legon, de l'École ancienne de santé publique et au Collège des docteurs et des chirurgiens. Il est également membre du comité de programme à la Commission du Ghana pour le sida, au comité des experts nationaux sur le schistosomiase et les aliments du sol, et il est également membre du Conseil national pour la tuberculose. Il nous donnera une présentation sur l'amélioration du temps de réponse pour le dépistage de la charge virale auprès des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Dr. Steven, nous vous donnons la parole. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Dr. Stephen Aisiado, directeur de programme au sein du Programme national de lutte contre le sida, et j'ai le plaisir de vous donner une présentation sur l'amélioration du temps de réponse dans le dépistage de la charge virale auprès d'enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Le Ghana a adopté la politique Treat All ou traiter tout le monde en 2016 et depuis lors, le nombre de clients inscrits au traitement a augmenté de manière considérable de près de 82 000 clients en 2015 à 245 223 clients en décembre 2021. Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les cibles 95-95-95, un nombre d'interventions ont été entreprises pour augmenter l'accès et améliorer et même réduire le temps de réponse pour les tests de la charge virale, notamment auprès de la population globale et surtout chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Je voudrais donc parler de trois stratégie qui complémente ces efforts. Premièrement, l'application du système de transport des échantillons. Tous les sites de thérapie antirétrovirale ont été cartographiés et reliés au laboratoire de dépistage de la charge virale, qui sont au nombre de 9 dans le pays. Le système de Hub and Spoke, qui est le réseau à étoiles, a été utilisé pour assurer pour s'assurer que le temps de trajet maximal pour les échantillons ne dépasse pas 3 heures. Les spécimens sont transportés par un service national de courrier qui est le Ghana Post Company. Les résultats des tests sont retournés au site de thérapie antirétrovirale sous une forme imprimée sur des copies par la Poste de Ghana ou bien sous une forme électronique via WhatsApp par le laboratoire de dépistage. Il existe plusieurs défis en matière de temps de réponse, tels que par exemple la rupture de stock de réactifs et le temps de panne fréquent, entre autres. Mais ces problèmes sont actuellement résolus. Deuxièmement, le pilotage d'un système électronique pour la réquisition et le retour des résultats de tests à partir du système de gestion des données de la charge virale. Il s'agit d'un logiciel basé sur le web dans le cadre du système DHIS2 qui relie en fait les cliniques de la thérapie antirétrovirale au laboratoire de dépistage de la charge virale. Les sites de thérapie antirétrovirale soumettent une demande de test de la charge virale à travers ce système. Les demandes sont reçues par le test de dépistage et après avoir effectué des vérifications des échantillons, les résultats sont immédiatement transmis de la machine de dépistage sur la plateforme DHIS2 au site requérant en vue d'avoir accès à la gestion clientèle. Actuellement, le système de gestion des données sur la charge virale est en train d'être élargi pour pouvoir le relier à tous les autres sites de la thérapie antirétrovirale dans le pays. Ce graphique représente les résultats préliminaires des sites de thérapie antirétrovirale dans la région occidentale. Nous avons que le nombre a été réduit à 2 jours, le temps de réponse à 2 jours, et le nombre moyen est de 19 jours.
Et dans ces différentes régions, il y a eu certes des défis systémiques, mais quand même, ce nouveau système soutient nos efforts en vue d'améliorer le temps de réponse des tests de la charge virale chez les femmes enceintes. Troisièmement, nous avons l'intégration des tests des points de service au sein de notre système national de dépistage. En dépit des 2 premières interventions, nous faisons face à des défis. Nous avons commencé un programme pilote avec l'UNICEF en mars 2020 en utilisant GenExpert dans 5 facilités. Dans ce projet, nous avons donné la priorité au diagnostic du VIH chez les nourrissons et aux tests de la charge antirétrovirale auprès des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Nous avons remarqué une amélioration considérable dans le temps de réponse de près de 30 jours après de 24 à 48 heures, donc grâce à ce système. Actuellement, nous mettons en œuvre donc ce système dans 15 facilités et nous cherchons à élargir l'étendue de son utilisation pour le relier dans les différents, pour le relier aux différents sites de thérapie antirétrovirale. C'est ainsi que nous pourrons complémenter les opportunités déjà existantes dans notre pays en vue d'améliorer le temps de réponse pour ces populations clés et vulnérables, à savoir chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Donc, vous pouvez voir devant vous sur l'écran les résultats des taux de suppression de la charge virale chez les femmes enceintes et qui sont de l'ordre de 86, 83 et 59. Donc, ce sont les réponses préliminaires que nous avons pu retirer du système et nous espérons encore pouvoir davantage améliorer le temps de réponse pour atteindre les objectifs 95, 95, 95. En conclusion, les tests de diagnostic dans les points de santé ont montré une amélioration considérable en temps de réponse pour faciliter les services de gestion centrés sur les patients et pour donner ainsi la priorité aux groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Comme je vous ai déclaré, ce système vient compléter les différents efforts que nous déployons en vue de réduire le temps de réponse pour ces groupes de population et pour la population en général. Je vous remercie de cette opportunité de prendre part à ce symposium et je vous souhaite un événement et un programme fructueux. Je vous remercie. Thank you so much, Dr. Aissi-Addo, for your interesting presentation. Nous vous remercions, Dr. Stephen Aissi-Addo, de cette présentation. Donc, nous vous remercions de cette présentation intéressante. Nous allons donc passer à la séance des questions-réponses. Certaines questions nous seront communiquées à travers la boîte de dialogue. Déjà, nous recevons quelques questions. Nous vous en remercions. Veuillez donc envoyer encore plus de questions et de commentaires à travers la boîte de dialogue. Je voudrais tout d'abord donner la parole à Dr. Uzoma pour répondre à la première question. Si vous avez des preuves scientifiques concernant l'âge, que si l'âge augmente, c'est-à-dire plus l'âge augmente et avance, plus la suppression de la charge virale augmente. Pouvez-vous nous donner encore d'informations là-dessus? Là, j'ai donné une simple description des données que nous avons déjà reçues de CDC PEPFAR. Et comme Dr. Nadia a bien énoncé dans sa présentation et comme moi-même j'ai déclaré, les enfants et les adolescents accusent un certain retard par rapport à la suppression de la charge virale. On ne dit pas clairement que l'âge est la raison derrière la suppression de la charge virale. Nous n'accusons pas directement l'âge, mais quand même, ça contribue comme un facteur indirect. J'espère que cette réponse répond à votre question. Nous vous remercions, Dr. Uzoma. Nous passons à Dr. Nadia. Nous avons une question qui vous est adressée. Nous aimerions bien que vous exprimiez vos opinions quant à la suppression de la charge virale en la comparant
entre les enfants et les adultes. Que pouvez-vous nous dire concernant la suppression de la charge virale chez les enfants par rapport aux adultes? Il existe plusieurs facteurs à prendre en considération. Premièrement, l'âge et la maturité immunologique chez les enfants. Chez les enfants, notamment, nous avons un manque de maturité immunologique, notamment chez les enfants qui sont très jeunes, dont le système immunitaire ne fait que se développer. Donc, nous avons une déficience au niveau des conditions de santé et au niveau du système immunitaire. Par ailleurs, quand nous avons des nourrissons et de très jeunes enfants, quand nous avons donc des bébés, il est très difficile de leur administrer des médicaments. Notamment, dans ce cas, les professionnels de santé sont vraiment très occupés et il est très difficile pour eux de maintenir le traitement chez les nourrissons et chez les petits-enfants. Donc, nous avons le facteur d'immaturité immunologique et d'autres facteurs sociaux, comme je vous ai dit. Il existe également un autre facteur, à savoir les formules de médicaments qui ne sont pas vraiment convenables aux enfants et aux jeunes enfants. Nous n'avons pas ce problème chez les adultes, mais il était vraiment très difficile pour nous d'administrer les médicaments aux petits-enfants et de maintenir leur adhésion aux médicaments. Nous vous remercions. Nous allons redonner la parole à Dr. Uzoma. Nous avons une question intéressante. Il existe quand même des appréhensions croissantes concernant l'accès des enfants aux centres médicaux. Nous pouvons également prendre l'opinion des autres panélistes avec nous. Est-ce que vous parlez de la stigmatisation? Oui, précisément. Donc, ma question a trait à la stigmatisation, notamment auprès des parents. Les parents ressentent une certaine appréhension pour ne pas être stigmatisés, en effet, quand ils accompagnent leurs enfants au centre de traitement antirétroviral. Quand nous parlons de la stigmatisation, comme le dit bien Dr. Uzoma, la stigmatisation atteint les adultes, les différentes personnes séropositives qui reçoivent le traitement, et pas uniquement les enfants. Maintenant, quand vous considérez les parents qui accompagnent leurs enfants au centre de traitement antirétroviral, cela dépend des parents, s'ils sont eux-mêmes séropositifs ou pas. C'est pour cela que je voudrais bien que vous clarifiez la question. Sinon, je pourrais vous donner une réponse globale, générale, pour ce qui est proposé, en effet, dans ce contexte. Selon notre expérience sur le terrain et à travers les centres des soins de famille, il convient de noter que nous avons, autre que ces centres, nous avons des facilités pour le traitement des familles. Donc, dans ces centres-là, il n'y a pas de stigmatisation envers les familles. Et il est très normal pour ces familles de venir ensemble à ces centres médicaux pour se traiter. Donc là, nous n'avons aucune réaction étrange qui pourrait être suscitée par la présence de ces familles dans ces centres. La stigmatisation pourrait être provoquée également par le sentiment de culpabilité qui pourrait être ressenti par les parents. En général, d'après les rapports que nous avons du terrain, il serait plutôt intéressant de savoir si l'accompagnement des enfants aux centres médicaux conduit à une plus grande stigmatisation, mais nous travaillons déjà avec des centres spécialisés et des institutions qui cherchent beaucoup à aider et à recevoir des retours des familles pour les aider encore plus à avoir un meilleur accès aux services et pour réduire la stigmatisation qu'ils pourraient rencontrer. Donc voilà, qu'elles pourraient rencontrer. Merci beaucoup, Dr. Nadia. Quelles sont vos idées à cet égard? Je n'ai pas entièrement répondu à la première question. Que pouvons-nous faire, en fait, pour remédier à ce problème concernant la suppression de la charge virale chez les enfants? Ça, c'était la première question. Mais maintenant, je veux parler précisément de la stigmatisation pour répondre à votre question. Nous devons, en fait, comprendre la cause
derrière la stigmatisation. Peut-être qu'il pourrait s'agir d'une auto-stigmatisation, d'une stigmatisation perçue de manière personnelle, c'est-à-dire que les parents pourraient être séropositifs eux-mêmes et ils pourraient se sentir stigmatisés. La stigmatisation pourrait être perçue de plusieurs angles. Nous avons une stigmatisation sociétale relative au VIH. Peut-être que dans le cadre de la pandémie du VIH, nous parlons de plusieurs années qui ont évolué et même la stigmatisation est toujours élevée. Là, nous pouvons travailler là-dessus sur le plan sociétal, communautaire. Maintenant, si nous parlons de la stigmatisation sur le plan individuel, là, nous avons besoin d'offrir un soutien pair, un soutien entre les pairs, c'est-à-dire un soutien ou un appui qui pourrait être accordé par d'autres personnes séropositives qui ont combattu eux-mêmes la stigmatisation, qui ont combattu elles-mêmes la stigmatisation. C'est ainsi que les nouvelles personnes séropositives pourraient donc se sentir encouragées à suivre le traitement et à être prises en charge donc, dans ce cas-là. Il s'agit d'une question très complexe et il est très difficile d'y répondre, mais nous pouvons quand même aboutir à de meilleurs résultats si nous arrivons à remédier à la stigmatisation au niveau sociétal, communautaire et même au niveau des facilités, c'est-à-dire que nous devons être très accueillants pour bien prendre en charge les personnes séropositives. Nous vous remercions de votre contribution. Docteur Stephen Aïssi Ado. Qu'en est-il de l'usage du système de courrier du Ghana? À quel point il était vraiment utile dans le cadre de votre système? Oui, bonjour, arrivez-vous à m'entendre? Oui. L'utilisation du système du courrier du Ghana était vraiment très critique. Nous avons plus de 60 régions dans notre pays et nous n'avons pas des machines de dépistage dans notre pays. Nous n'avions que 9 machines de dépistage. Donc, il était difficile quand même pour nous de collecter les échantillons, de les transférer et de retourner les résultats des tests. Donc, voilà, c'était le premier défi. Et normalement, c'était le travail des fournisseurs des points de service. Mais peut-être que les fournisseurs de services dans les différents points de service ne sauraient collecter les différents résultats et ne sauraient vraiment prendre seuls la responsabilité, assumer seuls la responsabilité de ces tests. C'est pour cela que nous avons eu recours au courrier du Ghana. Surtout que je vous ai dit que les échantillons doivent être collectés de la périphérie au centre du pays, donc il existe beaucoup de distances à parcourir. Par ailleurs, il y a de longs trajets à parcourir dans notre pays parmi ces régions-là. Et donc, nous avons le service Zipline qui permet de transmettre des échantillons d'une région à l'autre, même si le trajet est très long. Et c'est ce que nous avons fait nous-mêmes au niveau de notre pays. Nous avons pu transférer ainsi les échantillons qui ont parcouru de longs trajets pour analyser les résultats. Nous vous remercions. Nous avons également une autre question intéressante et je voudrais l'adresser aux panélistes. Que pouvons-nous faire avec un adolescent qui a un niveau de virémie inférieur? Par exemple, un niveau entre 500 et 900. Peut-être que ces adolescents pourraient avoir une adhésion vraiment limitée aux médicaments. Que pourrons-nous faire donc? Que pourrions-nous faire avec ces adolescents qui ont un haut niveau de virémie et qui pourraient avoir une résistance vraiment très limitée aux médicaments? Nous commençons par Dr. Uzoma. Nous vous remercions de cette question. Premièrement, même si nous parlons de la suppression de la charge virale, nous pouvons déclarer là, dans ce cadre, que sur le plan clinique et selon les principes directeurs de l'OMS et les différents plans nationaux développés sous l'égide de PEPFAR, est de identifier un certain taux de virémie, à savoir entre 50 ou 89 ou 90 à peu près.
Maintenant, pour ce qui est du taux d'adhésion chez ces adolescents, nous devons encore l'analyser pour voir si l'adolescent a un bon taux d'adhésion aux médicaments ou pas. Et là, nous avons besoin d'opérer une certaine intervention, d'ausculter encore plus cet adolescent et d'analyser son profil pour pouvoir bien répondre à la question quant à l'adhésion de l'adolescent. Donc, il faut tester l'adhésion aux médicaments avant d'administrer un traitement et avant de changer le traitement déjà. Donc, nous devons tout d'abord vérifier qu'il y a une bonne adhésion aux médicaments qui est déjà administré. Et quand la vérification est réalisée, ce qui arrive normalement chez la majorité des adolescents est qu'il y a un problème en matière d'adhésion. Donc, les adolescents connaissent pas mal de problèmes au niveau de l'adhésion aux médicaments. Et c'est ce que nous devons vérifier avant de changer n'importe quel traitement ou avant de leur administrer un traitement approprié. Thank you, Dr. Zoma. Nous vous remercions, Dr. Uzoma. Nous passons à Dr. Nadia. Est-ce que vous pouvez exprimer vos idées là-dessus? Si vous êtes le fournisseur de services à la même personne, par exemple, à travers le temps, vous pouvez encore comprendre plus le profil et l'historique de la personne en question. Normalement, si vous arrivez à supprimer la charge virale à moins de 20 avant que le taux de virémie augmente, peut-être que cette situation peut s'améliorer, sauf si nous avons une virémie continue et chronique. Mais normalement, les personnes connaissent des hauts et des bas. Et nous testons ces personnes en des temps précis. Il faut qu'il y ait quand même une certaine valeur moyenne. Peut-être que les personnes pourraient avoir un taux inférieur de virémie et ils pourraient continuer leur traitement, pas de problème, mais il faut quand même vérifier si les adolescents ont, par exemple, un cas de paludisme ou d'autres maladies infectieuses chroniques. Donc, il faut quand même explorer ces cas-là et voir quelle est la cause derrière la virémie continue et constante ou chronique pour pouvoir changer le traitement ou pas. Et voilà, donc après avoir analysé la virémie et bien exploré les raisons derrière le taux de virémie, alors là, nous pourrons ou bien changer le traitement ou bien maintenir le même régime de traitement. S'il y a par exemple un cas de tuberculose, il faut traiter la tuberculose avant de changer le régime avant d'administrer le traitement à base de thérapie antirétrovirale. Nous avons donc besoin de collecter des informations, surtout si la suppression de la charge virale est de moins de 20. Donc, il faut bien examiner les raisons derrière la virémie et le taux de virémie. Docteur Stephen, avez-vous des opinions et des observations sur ce point avant de passer à une autre question? Non, pas vraiment. Je suis parfaitement d'accord avec les deux autres intervenantes. J'ai par contre un commentaire à faire sur la suppression de la charge virale chez les adolescents et chez les enfants. L'un des facteurs critiques, en effet, pour ce qui est de l'adhésion et des questions de la suppression de la charge virale, est l'état de santé en général. Parce que des fois, le même enfant pourrait avoir des résultats de traitement différents selon la prise en charge que ce même enfant a reçu. Donc, tout dépend de l'état de santé de l'enfant et des services de prise en charge qui lui ont été fournis. Maintenant, pour ce qui est des adolescents, nous avons quand même remarqué quelques facteurs sociaux qui ont trait à la suppression de la charge virale. Et quand ces adolescents se rendent à l'école, quand ces adolescents donc arrivent à l'école, nous remarquons que leur adhésion aux médicaments est affectée. Ils commencent à démontrer une certaine résistance aux médicaments en raison de la stigmatisation, en raison d'autres problèmes qui ne sont pas bien réglés par l'école et par les familles.
Donc, si nous suivons bien les résultats, les valeurs de la suppression de la charge virale, si nous remédions à certains problèmes sociaux que ces adolescents connaissent, alors là, nous pourrons peut-être améliorer les résultats de la suppression de la charge virale. Nous devons donc engager les communautés, les organisations communautaires. Ces organisations et associations pourront nous aider à remédier à de tels problèmes. Nous vous remercions. Dr. Stephen, nous essayons quand même de respecter les limites de temps que nous avons pour cette séance. Nous avons pas mal de questions intéressantes à poser à nos intervenants. Nous avons une question intéressante à Dr. Ado. Nous avons pas mal de problèmes et défis relatifs à la rupture de stock de réactifs que nous avons remarqué dans les dernières années. Est-ce que vous rencontrez toujours ce défi? Oui, nous avons toujours le problème de rupture de stock de réactifs, surtout à la lumière de la pandémie de la COVID-19. Donc, nous n'avions plus de réactifs et de logistique dont nous avons normalement besoin pour fournir nos services et pour réaliser les tests. Parce que pour les machines, vous avez des cartes, vous avez besoin de cartes, de réactifs spécifiques pour travailler. Donc, ceci a affecté notre couverture et nous essayons quand même de nous rétablir. Voilà l'un des défis et l'un des inconvénients que nous avons rencontrés pendant la pandémie. Par ailleurs, nous avons également parlé du manque de conteneurs également parce qu'il y avait eu un problème de transport de conteneurs, etc. Mais nous avons quand même pu entreprendre des mesures hâtives et nous avons agi très vite pour remédier à ces problèmes. Donc, c'était un grand défi pour nous. Un autre point est que nos équipements étaient limités. Et quand nous avons commencé à travailler sur d'autres plateformes dans les différents points de service, c'est là que la situation a changé et c'est là que nous avons pu élargir l'étendue des tests réalisés. Maintenant, on a également envisagé plusieurs facteurs. En dépit de la pandémie de la COVID-19 et abstraction faite de la pandémie, en fait, nous avons quand même cherché à explorer différentes fonctions différentes options, pardon, qui pourront nous laisser continuer et faire notre travail malgré les défis. Nous vous remercions de cette séance et de votre présentation intéressante. Nous allons maintenant donner la parole à Dr. Jay aussi Samuel de l'initiative de santé publique Appen qui prononcera le mot de clôture du symposium. Nous vous donnons la parole. Je vous remercie, chers collègues, chers amis de cette séance intéressante. Nous remercions tous les intervenants de leur présentation très intéressante. Nous parvenons ainsi à la fin de ce symposium du Fonds de l'éducation de l'IAS. Nous voudrions remercier tous les participants et nous espérons que cette séance vous a été vraiment utile et intéressante. Je voudrais également remercier tout le personnel de l'initiative Appen de santé publique ainsi que l'équipe du Fonds d'éducation de l'IAS pour leur aide dans l'organisation de ce symposium. Nous voudrions également réitérer nos remerciements au comité de planification du programme pour leurs apports et pour leurs efforts dans l'élaboration du programme intéressant de ce symposium. Nous voudrions également remercier encore une fois Aviv Healthcare de leur soutien pour cette réunion virtuelle et sans eux, cette réunion n'aura pas eu lieu. Nous espérons que les informations partagées et les discussions de ces séances vous ont aidé à réfléchir sur le plan personnel et professionnel sur la pandémie de la COVID-19 et sur son application sur la réponse VIH en Afrique occidentale et centrale. À partir du programme d'hier et d'aujourd'hui, nous espérons que vous avez pu vraiment profiter de notre symposium. Nous avons vu comment les pays ont parlé de leurs expériences. Nous avons vu comment le discours sur le VIH ne fait que changer. Nous avons parlé également de l'engagement des gouvernements pour assurer la durabilité des ressources. Nous avons parlé également des coûts
à prendre en considération et qui ont besoin de ressources spécifiques dans le cadre du symposium. C'est ce qui a été discuté pendant la première séance. Pendant la deuxième séance, HIV self-testing strategies. les intervenants ont également parlé des kits de dépistage, d'autodépistage et leur intégration dans les systèmes nationaux. Il est très important de les assurer donc aux populations clés. Là, nous avons quand même perçu un certain changement à ce niveau et même dans les séances d'aujourd'hui, vous en avez parlé, vous avez parlé de l'importance d'assurer ces kits d'autodépistage aux populations clés. Nous espérons toujours dans de tels symposiums de collecter de nouvelles idées qui nous permettront de mettre les sciences nouvelles à profit de toutes les populations. Nous espérons toujours renforcer les collaborations et la coopération dans le cadre du VIH. Une collaboration a déjà été lancée dans la région de l'Afrique occidentale et centrale. Beaucoup de partenariats ont commencé à être forgés au sein de la région. Nous voudrions remercier tous les participants qui ont également envoyé leurs questions dans la boîte de dialogue. Nous vous prions également de partager les vidéos préenregistrées avec vos collègues qui n'ont pas pu participer donc à ce symposium. Ces vidéos préenregistrées seront diffusées gratuitement la semaine prochaine sur la plateforme virtuelle du Fonds d'éducation de l'IAS. Nous avons également le plaisir de vous annoncer 2 événements qui seront organisés par l'IAS. Le premier est un webinaire organisé demain par le Fonds d'éducation de l'IAS et qui se concentre sur la variole du singe. Cet événement aura lieu de 13 h à 14 h heure d'Europe centrale sur Zoom. Vous pouvez retrouver le lien pour vous y inscrire dans la boîte de dialogue. Le journal de la Société internationale du sida a également organisé un webinaire pour 1 heure pour aider les chercheurs en début de carrière à mieux écrire et publier les manuscrits scientifiques. Cet atelier se tiendra le mercredi 29 juin de 12 h à 1 heure, heure de Genève. Le lien pour l'inscription sera également publié dans la boîte de dialogue. Vous pouvez toujours participer au formulaire d'évaluation. Nous vous prions en fait de remplir le formulaire d'évaluation à la fin de cette réunion pour évaluer le symposium. Tous les participants recevront un courriel le vendredi leur demandant de remplir le formulaire d'évaluation pour évaluer donc ce symposium. Nous apprécions également votre retour d'information pour améliorer nos symposiums à l'avenir. Vous pouvez envoyer donc votre courriel à ias.edu@society.org. Nous vous remercions.